Bonjour, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes sur le Let's Talk de l'ICM en cette matinée du 14 novembre. Bonjour Philippe Fossati. Bonjour. Vous enseignez la psychiatrie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, également à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes également chercheur ici à l'ICM. Vous coordonnez une équipe d'étudiants en neurosciences sociales et psychologiques, d'accord, affectives. Vous allez avec nous évoquer aujourd'hui ce problème douloureux de la dépression, problème douloureux qu'on pourrait presque qualifier de mal du siècle. 3 millions de Français, plus de 3 millions de Français et de Françaises en souffrent selon l'INPES, des chiffres très alarmants, 4,5% de la population, une maladie complexe à appréhender. Vous allez tout de suite nous dire, en fait, en quoi cette maladie est complexe à appréhender, en quoi elle est complexe à prévenir, à guérir, et peut-être aussi à soigner de manière à ce qu'il n'y ait pas de récidive, si vous voulez. Alors, bonjour. Oui, alors en fait, elle est complexe à soigner parce que d'abord, il faut en faire le diagnostic. Alors, on a des moyens de faire ce diagnostic de dépression à partir du recueil d'un certain nombre de symptômes, c'est-à-dire par exemple une tristesse excessive, inappropriée au contexte, trop intense, parfois de l'anxiété, une perte de plaisir aux activités, une perte d'intérêt, comme on dit parfois une anédonie. Ensuite, ça peut entraîner des troubles intellectuels, c'est-à-dire par exemple des troubles dans la prise de décision, la concentration, la lecture, la mémoire à court terme, des difficultés à trouver ses mots, puis une grande fatigue souvent non expliquée par des problèmes physiques ou autres, ou médicaux ou somatiques, des troubles du sommeil, et puis ensuite il y a une modification de la manière dont les sujets soit perçoivent leur environnement, mais surtout se perçoivent eux-mêmes, c'est-à-dire une tendance à se dévaloriser, à se critiquer, à se juger mal. Donc ça, c'est l'ensemble, ce sont l'ensemble des symptômes qui nous permettent de poser un diagnostic. Mais le problème, c'est comme vous le comprenez, c'est qu'en fait, alors à la fois c'est la richesse, j'allais dire, et c'est la spécificité de notre discipline de psychiatrie, mais c'est aussi un de ses talons d'Achille, c'est que le diagnostic se fait uniquement à partir du recueil à l'examen clinique, à l'entretien de ces symptômes, et nous n'avons pas la possibilité de faire par exemple un diagnostic par des examens, comme on dit en termes techniques, paracliniques, c'est-à-dire faire une radio, faire un dosage dans le sang qui nous dirait voilà votre taux de dépression comme on aurait un taux de glycémie. Donc, pas d'imagerie non plus. Alors, pas d'imagerie. Alors, bien évidemment, quand je dis pas, ça veut dire lorsque je parle d'un point de vue du clinicien, c'est-à-dire d'un point de vue d'un médecin qui reçoit un patient dans son cabinet. Par contre, d'un point de vue scientifique, et c'est un peu l'objet des recherches que l'on mène, notre équipe internationale aussi, mais notre équipe au sein de l'ICM et du groupe hospitalier, c'est d'essayer justement d'aller au-delà de simplement faire un diagnostic sur le recueil de symptômes ou de questionnaires, mais de faire un diagnostic, on pourrait dire, biologique, avec des biomarqueurs, comme on dit, des marqueurs biologiques. Donc ça, c'est une première complexité, c'est-à-dire à la fois complexité dans les moyens du diagnostic. Le deuxième élément de complexité, c'est que la dépression est très hétérogène dans ses expressions, c'est-à-dire qu'on a de nombreuses formes cliniques. On peut avoir par exemple des gens qui sont très fatigués et qui dorment beaucoup, ou à l'inverse, on a des gens qui dorment beaucoup, qui dorment peu, qui restent fatigués mais qui dorment peu, des gens qui ont une perte d'appétit, d'autres qui ont plus d'appétit, des gens qui ne sont pas tristes mais simplement avec un manque d'intérêt. Donc tous ces éléments rendent complexe le diagnostic, avec une des questions qu'on ignore, c'est que est-ce que ces diverses formes cliniques de dépression, de présentation de dépression, sont-elles la même maladie qui s'exprime sous des formes variées, ou est-ce qu'il s'agit de formes différentes? Alors on a un peu déjà distingué, par exemple, les troubles bipolaires, lorsque les gens font plusieurs dépressions avec des excitations, des formes non bipolaires, mais est-ce que même au sein des formes non bipolaires, y a-t-il une seule dépression, plusieurs dépressions? Ces plusieurs dépressions renvoient-elles à une même maladie ou à plusieurs maladies? Et donc, de fait, ça fait que sur le troisième point de complexité par rapport à votre question, c'est la question des traitements. Alors, on a maintenant des traitements qui sont efficaces. Il ne faut pas envoyer un message négatif à nos auditeurs. On a des traitements qui sont efficaces. Mais si on pouvait progresser dans l'identification des marqueurs de diagnostic, l'identification des marqueurs même de formes particulières de dépression, eh bien, on pourrait faire ce qui se fait par exemple en cancérologie, en oncologie, faire ce qu'on appelle une personnalisation des traitements et donc donner vraiment le traitement le plus adéquat, qui serait probablement mieux toléré et plus efficace. Parce qu'on sait que malheureusement, par exemple, on a 30% des malades qui peuvent être réfractaires au traitement après une série de successions de traitements un peu
donner à l'aveugle. Là aussi, il ne faut pas affoler nos auditeurs. C'est pas à l'aveugle, on ne donne pas n'importe quoi, mais avec des règles, des algorithmes qui ne sont pas définis au niveau biologique. Vous faites bien de rappeler la présence de nos internautes qui bientôt vont vous questionner sur ce sujet qui passionne tout le monde. Mais dites-moi, vous avez répété une ou deux fois, il ne faut pas être pessimiste. Oui. Ça sous-entendrait que une fois qu'on est diagnostiqué, malgré la complexité en fait de certains symptômes, une fois qu'on a peut-être trouvé un traitement, on peut imaginer qu'on puisse ne pas être dépressif ou dépressive à vie. Ah oui, bien évidemment. Ça n'est pas un destin, une fatalité, j'allais dire. Et moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients, c'est je leur dis, voilà, vous avez une dépression, c'est un problème de santé, c'est pas un problème de volonté, parce qu'il y a aussi, on doit travailler aussi à la déstigmatisation de cette affection. C'est pas un problème de faiblesse, c'est pas un problème de volonté, c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est que vous êtes confronté à un problème de santé qui vous fatigue, qui vous motive plus, qui vous fait voir les choses négativement en noir, qui vous fait vous dévaloriser. Donc il faut qu'on vous aide à restaurer en quelque sorte ces éléments, à restaurer la confiance. Mais on a des traitements qui permettent de guérir les épisodes dépressifs. Parfois même, lorsque les gens nécessitent, parce qu'ils ont fait plusieurs dépressions, on peut les donner leur traitement à vie, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont déprimés à vie. C'est comme un hypertendu qui prend son médicament. En fait, il n'est pas... C'est grâce au médicament, il n'est plus hypertendu, ce qui lui évite d'avoir des complications comme un AVC pour l'hypertension, mais pour la dépression, ça peut être empêché de perdre son travail, d'affaiblir ses relations, son tissu social, etc. Vous évoquiez à l'instant l'importance de la médecine personnalisée, comme ça se pratique en oncologie, par exemple, dans le cadre des traitements de la dépression. Exact. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que la dépression puisse être finalement un symptôme d'autres affections neurologiques ? Alors, bien évidemment, lorsque l'on fait un diagnostic de dépression, donc lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a des symptômes qui peuvent nous permettre de faire un diagnostic de dépression, il faut faire ce diagnostic, comme on l'a évoqué, recueillir tout un certain nombre de symptômes, puis donc poser un diagnostic positif à partir de l'expérience que l'on a, à partir des données de la littérature. On dit, voilà, vous avez cet ensemble de symptômes depuis un certain temps, ça retentit sur vous. Alors quand je dis ça retentit sur vous, c'est important parce que si par exemple quelqu'un est dans un deuil récent, s'il est triste, il est logique d'être triste, c'est pas forcément dépressif. Si quelqu'un a eu une situation relationnelle qui devient un peu difficile, il peut être un peu anxieux sur cette relation, c'est pas forcément un signe de dépression. Il y a un certain nombre de critères, comme on dit dans notre jargon. Mais une fois qu'on a fait ce diagnostic de dépression, un diagnostic positif, il faut faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire toujours rechercher s'il n'y a pas des circonstances, alors qui peuvent être soit sociales, une situation sociale difficile, environnementale, et des circonstances biologiques, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une maladie, par exemple inflammatoire, une maladie rhumatismale qui pourrait expliquer qu'on a des symptômes dépressifs, une maladie neurologique, un symptôme de Parkinson. Chez les sujets âgés, il faut évoquer, même s'il ne faut pas de nouveau affoler nos auditeurs, mais chez les sujets âgés, lorsqu'il y a des troubles cognitifs importants, eh bien, il faut écarter une maladie neurologique, type maladie d'Alzheimer, par exemple. Ou est-ce qu'il n'y a pas un problème de thyroïde, etc. Donc là, ça fait partie, j'allais dire, des examens. Mais alors, encore une fois, on peut faire là des examens paracliniques, on peut doser le dosage thyroïdien, mais on ne fera pas un diagnostic de dépression sur le dosage thyroïdien. On dira une dépression associée à une hypothyroïdie. Donc peut-être tout relève de l'hypothyroïdie. On pourrait considérer que le terme de dépression, en quelque sorte, un terme général qui recouvre plein de pathologies particulières. Vous parliez de la bipolarité. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dépression particulière qui recevrait d'autres... Alors, actuellement, donc, on a, vous savez, on a les psychiatres ont un ouvrage qui en fait... alors, il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est un ouvrage de DSM, on appelle ça le Manuel diagnostique et statistique. En fait, c'est essentiellement un outil qui permet à la communauté... c'est pas dans ces ouvrages-là qu'on apprend la psychiatrie. On apprend la psychiatrie sur le terrain, avec les patients, c'est les malades qui nous apprennent notre travail en général. Mais cet ouvrage permet, j'allais dire, c'est en fait un état des lieux de la question à partir d'un consensus qui s'est établi entre spécialistes en disant, voilà, quand j'ai tant de symptômes, que ces symptômes durent depuis tant, ont tel retentissement, on peut à ce moment-là poser un diagnostic de dépression, ce qui permet à ce qu'un psychiatre américain communique avec un psychiatre anglais, un psychiatre africain, un psychiatre japonais, et on parle de la même chose, et quand on publie des travaux scientifiques sur les dépressions, on a défini les troubles. On parle la même langue. On parle la même langue, exactement.
Mais alors, si on prend cet ouvrage, non pas comme référence, mais comme... vous parlez du DSM. Voilà, du DSM. On en est à la 4e ou 5e version. 5e version, 5.0. Là, cet ouvrage permet de définir un peu les différentes situations, pour reprendre votre question, dans lesquelles on rencontre de la dépression. Et donc, il y a soit les dépressions, comme on dit classiquement, primaires, c'est-à-dire que le problème il est purement dépressif, qui peuvent s'intégrer soit dans le cadre d'un trouble bipolaire, c'est-à-dire les gens qui font des dépressions, des périodes d'excitation, ou dans un trouble non bipolaire ou unipolaire, c'est-à-dire des gens qui font une seule ou plusieurs dépressions. Ça, c'est ce qu'on appelle les dépressions dites primaires. Ensuite, on a ce qu'on appelle, un peu ce qu'on a déjà évoqué, les dépressions dites secondaires. Donc là, en fait, ce sont des gens qui font des dépressions, mais qui compliquent en fait soit une affection médicale, comme on a parlé, Parkinson, sclérose en plaques, etc. Parce qu'on sait que ces maladies-là, du fait de l'atteinte du cerveau, augmentent le risque d'avoir ce type, mais aussi d'autres maladies, inflammatoires chroniques, etc. Et puis des dépressions secondaires à d'autres affections psychiatriques. Par exemple, les gens qui ont des troubles anxieux, un TOC, par exemple, un trouble obsessionnel compulsif, peuvent avoir donné, dans le cours de leur évolution, avoir une maladie dépressive. Donc ils ont un diagnostic de dépression, mais le problème il est plutôt au TOC. Des gens qui sont schizophrènes peuvent à un moment donné décompenser. Des gens qui font par exemple de l'alcool, des problèmes d'alcool, peuvent décompenser. Donc là on est dans une dépression qu'on appelle secondaire. A-t-on déjà des questions de nos internautes sur mon nombre que vous avez besoin de rassurer, comme vous l'avez bien senti plusieurs fois? C'est une question de Domi. Pour moi, pas de problème de dépression, mais des problèmes de mémoire suite au changement d'excipient du lévothyrax. Alors, ce médicament, vous en parlez, le lévothyrax? Alors, faut faire attention parce qu'on ne va pas rentrer dans ce débat du lévothyrox, qui a beaucoup... Lévothyrox, pardon. Oui, lévothyrox, qui a beaucoup divisé la... qui a fait beaucoup parler de lui. Beaucoup parlé de lui, si ce n'est divisé, mais beaucoup fait parler de lui dans la communauté médicale. Je pense que là, il y a des décisions qui ont été prises par le ministère de permettre de réintroduire. Moi, je pense qu'il faut rassurer notre auditeur, c'est-à-dire à savoir qu'a priori, maintenant, je veux dire, les enquêtes sont en cours, les laissent penser qu'en fait, c'est peut-être certainement pas dangereux, le nouvel lévothyrox, mais qu'il peut y avoir, si jamais les gens qui ont été avant sous lévothyrox classique avec l'ancien excipient par rapport au nouveau ne sont pas bien, doivent retourner, j'allais dire, au précédent, et les symptômes devraient disparaître. C'est ce qu'avait recommandé la communauté endocrinologique. Par contre, par rapport à la question qui est posée, puisque notre sujet aujourd'hui c'est la dépression, on sait que la dépression peut entraîner des troubles de mémoire. Elle peut entraîner des troubles de mémoire en particulier à court terme, liés aussi à des problèmes d'attention, c'est-à-dire par exemple les gens vont aller dans une pièce et ne vont plus savoir pour quelle raison vous allez dans cette pièce pour chercher une lettre ou je ne sais pas quoi, donc ça c'est un peu une sorte d'oubli à court terme. Ou par exemple les gens sortent du supermarché parce qu'ils sont préoccupés par leurs pensées, préoccupés par leurs pensées dépressives, finalement ne trouvent plus leur voiture ou ils ont garé leur voiture en sortant du supermarché. Alors, on n'est pas là dans les troubles de mémoire comparables à ce qu'on observe, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Les gens ne se perdent pas. Les souvenirs personnels sont souvent modifiés. C'est-à-dire que souvent, les gens déprimés ont plus accès à des souvenirs. Ça, nous, en plus, on a travaillé, on a publié sur ces données-là. Les gens ont plus accès à des souvenirs négatifs et ont du mal à convoquer, j'allais dire, des souvenirs agréables, des souvenirs positifs de leur vie. Et où il le convoque de manière très générale. C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un, par exemple, à un patient déprimé, est-ce que vous pouvez m'expliquer quand vous êtes allé à un mariage ou un événement heureux dans les 5 dernières années? Il va vous dire, bah oui, je suis allé à un mariage, bon, on a mangé, ensuite on a pris le gâteau, on est allé à la messe, etc. Incapable de donner des détails spécifiques, vraiment, des souvenirs émotionnels positifs. Par contre, souvent, si on leur demande ça, pour des souvenirs négatifs, au contraire, ils vont souvent renforcer les détails plus spécifiques. Alors, c'est effectivement des implicites de cette question qui vous a été posée. Finalement, les problèmes de mémoire entraînés par la dépression. Est-ce qu'on peut imaginer que des états dépressifs soient... Alors, on a levé les soupçons sur lévothyrox, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'on peut imaginer que des états dépressifs soient finalement déclenchés par des facteurs complètement exogènes, enfin des médicaments oui. On parle beaucoup en ce moment des endocriniens. Oui, Est-ce qu'on peut envisager ça aussi. Alors, j'ai pas dit ça tout à l'heure dans les dépressions dites secondaires. Il faut soit rechercher des associations à des maladies physiques particulières, mais aussi et surtout rechercher des médicaments. Des médicaments qui pourraient, par exemple, les corticoïdes, l'interféron que l'on donne pour
pour traiter des hépatites ou pour traiter la sclérose en plaques, par exemple, eh bien, ce sont des médicaments qui peuvent donner exposés à des dépressions. Alors, à tel point que la communauté est tellement consciente de ça, c'est que maintenant, nous avons des stratégies de prévention. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà eu des antécédents personnels de dépression et qu'il doit bénéficier d'un traitement qui est supposé être immunosuppresseur et inducteur de dépression, on peut l'utiliser temporairement, l'associer à un traitement antidépresseur pour prévenir la dépression. Pour prévenir la dépression. Donc oui, il y a des médicaments et dans l'examen d'un patient, il faut absolument rechercher les symptômes rechercher des symptômes physiques et rechercher des expositions à des facteurs médicamenteux. Alors il y a un autre point, par contre là on connaît moins ça, enfin moi personnellement je connais moins ça, qui est des expositions à des facteurs comme vous disiez, les facteurs endocriniens comme on discute actuellement sur la stérilité, voilà. Mais oui, il faut rechercher des facteurs d'exposition, des facteurs environnementaux. Alors on a publié, notre équipe a publié un petit travail épidémiologique amusant, montrant comment l'influence de la météo, par exemple, et du jour d'ensoleillement, du nombre de jours de pluie. C'est très observable lundi matin à Paris. C'est pas très comment ça pouvait influencer la prévalence de la dépression dans la population. Une question de Véronique pour vous, professeur Fossati. Que pensez-vous de la DBS pour la dépression réfractaire? Alors, si vous le voulez bien, rapidement, DBS, dépression réfractaire pour que tout le monde Tout à fait. Alors, merci à Véronique pour cette question qui est déjà très technique, qui est une question très, très technique. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une dépression réfractaire ou résistante? Mais là, on est même déjà dans un terme technique. La dépression résistante, c'est que la dépression résistante, c'est le fait que lorsqu'on a posé un diagnostic de dépression, on donne le traitement à un patient. Alors souvent, on considère là, même si ce n'est pas que ça peut être aussi des psychothérapies, mais là, on considère par exemple souvent les médicaments. On donne des médicaments de classes différentes, à des doses suffisantes pour des durées suffisantes, et malgré ça, le patient soit n'a pas du tout d'amélioration, soit une amélioration très partielle, qui fait qu'on considère qu'il est non répondeur à ce traitement et qu'il est donc résistant à ce traitement. Alors ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Ça concerne près de 30% de la population des patients déprimés. Et c'est nous, par exemple, notre travail quotidien en tant que centre de référence, et j'ose dire centre universitaire, c'est de voir ces malades qui sont un peu, qui n'ont pas répondu au traitement habituel. Donc ensuite, on a donc tout un certain nombre de stratégies, y compris des stratégies nouvelles, avec des nouveaux médicaments, comme par exemple la kétamine, etc. Et puis, quand malgré ces nouvelles stratégies, y compris par exemple les électrochocs ou d'autres traitements, plus rien ne marche, on peut arriver à des nouveaux traitements qui ont été développés. Moi, j'ai fait même mon postdoc avec Hélène Mayberg, des traitements qui sont la stimulation cérébrale profonde, qu'on appelle en anglais la Deep Brain Stimulation, DBS. En fait, qui est le même traitement que l'on utilise dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'on met des électrodes dans le cerveau des malades. Donc vous imaginez bien, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sans avoir d'abord soumis ça à un comité d'éthique, dans le cadre d'un protocole de recherche, avec une équipe pluridisciplinaire de neurochirurgiens, de psychiatres, avec aussi une évaluation précise de l'indication, un accord du patient, parce que même si ce n'est pas une chirurgie lésionnelle, c'est quand même une chirurgie lourde qui peut avoir des complications, et donc cette technique a été utilisée dans la dépression avec succès, avec des cibles, c'est-à-dire là où on met les électrodes qui sont extrêmement variables. Alors, je ne sais pas si Véronique, notre auditrice, est au courant de ça, et c'est en ce sens-là qu'elle pose cette question. Je sais que là, il y a une étude qui vient de sortir récemment qui montre qu'il y a eu un échec d'une étude versus placebo. Mais bon, d'autres études ont montré, donc on sait que des fois ça marche pas, ça dépend de la qualité de la chirurgie, comment c'est fait, etc. Mais c'est un traitement qui... Alors, disons que dans le monde, on peut dire qu'actuellement, il y a peut-être, sans se tromper, il y a peut-être 300 ou 400 patients qui ont été opérés, ce qui, par rapport à la population, vous rappeliez en France 3 millions, mais je crois que dans le monde, c'est 300 millions de patients déprimés, donc ce qui est quand même énorme, et donc le nombre de malades qui ont bénéficié de cette technique est très faible. Une question d'Émilie. En cas de dépression consécutive à un deuil, peut-on se passer de médicaments? Alors, ça c'est merci à Émilie, c'est vraiment une question importante et très intéressante. Alors, pour quelle raison c'est une question importante? Parce que
justement, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, je disais, le deuil, d'abord c'est une situation qui est souvent qui déclenche et qui expose un risque accru de dépression. Jusqu'avant, enfin, pas les cliniciens, mais officiellement, si j'ose dire, si on regarde le manuel le DSM, jusqu'à la dernière version, avant la version 5, la notion d'un deuil récent excluait la possibilité de faire un diagnostic de dépression, ce qui était un peu une ineptie par rapport à la réalité des situations cliniques. Et donc maintenant, on a admis que même dans un deuil récent, ça peut se compliquer rapidement d'un épisode dépressif. Oui, il ne faut pas que le deuil invisibilise en fait la dépression qu'il a déjà. Alors, il faut, et c'est là où il faut être très prudent et très précis d'un point de vue de l'évaluation de ce patient, parce que, encore une fois, différencier ce qui est de la tristesse normale de la tristesse qui est tombée dans la dépression, de la réaction normale par rapport à un deuil, de la réaction qui est excessive, mais on peut tout à fait poser ce diagnostic de dépression dans un deuil récent. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, après, bien évidemment, le traitement de la dépression, dans ce contexte de deuil, peut se faire soit avec des médicaments, soit avec des soins psychologiques, en travaillant, par exemple, sur la relation avec la personne endeuillée, qui est souvent un élément qui a pu déclencher ou des difficultés dans la relation avec la personne endeuillée. Et ça, ce sont des situations que nous, on voit fréquemment. Ou un deuil traumatique, parce que c'est quelqu'un qui est mort violemment, brutalement, etc. J'imagine que ça dépend de l'histoire de chaque patient. Exactement. Une question, Lucie. Professeur Fossati, pouvez-vous nous parler des nouveaux traitements non pharmaceutiques, tels que la stimulation du nerf vague ou la TMS? Merci également d'éclaircir cet acronyme, TMS. Très bien. Alors, donc, merci à Lucie. Deuxièmement, nous avons des auditeurs très spécialisés. Ce sont vraiment des questions très précises. Effectivement, alors, pour généraliser, et puis après j'expliciterai par rapport à la TMS, généraliser un peu les traitements. Donc dans les traitements de la dépression, on peut distinguer 3 catégories de traitements. Les traitements chimiques, ce sont les médicaments. Les traitements psychologiques, ce sont les traitements psychothérapeutiques, qui bien évidemment, alors attention, il ne faut pas faire une forme de dualisme là, vont agir aussi sur le cerveau et modifier même probablement par des voies différentes les mêmes circuits qui sont impliqués dans la dépression. Donc ça, c'est les traitements psychologiques. Puis ensuite, vous avez les traitements à côté des traitements chimiques, psychologiques, vous avez les traitements physiques. Physique, ça veut dire qu'ils utilisent l'électricité. C'est la fée un peu électricité. Dans ces traitements dits de stimulation, nous avons diverses techniques plus ou moins invasives. On a la vieille technique utilisée encore, qui est les électrochocs, les électroconvulsivothérapies. On déclenche une crise d'épilepsie médicalement contrôlée. Vous avez les traitements qu'on a déjà évoqué, la stimulation cérébrale profonde. Là, c'est très invasif. C'est de mettre des électrodes dans le cerveau qui vont les stimuler des zones dont on sait qu'elles sont impliquées dans la dépression. Et puis, vous avez des techniques différentes de l'électrochoc, un peu moins invasives, comme par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, c'est ça qu'on appelle TMS, qui consiste à délivrer un courant électrique par un champ magnétique. En fait, c'est un traitement qui marche bien, qu'on utilise nous dans le service, et on a beaucoup de malades qui viennent bénéficier de ce traitement, donc la stimulation magnétique répétée, RTMS. Alors, bien évidemment, l'un des problèmes de ce traitement, c'est qu'il faut bien trouver la bonne zone cérébrale à stimuler, bien localiser les électrodes. Donc là, on utilise souvent des IRM, on peut faire ce qu'on appelle la neuronavigation. Et puis vous avez, donc ça c'est un traitement non invasif, pas besoin d'anesthésie comme dans les électrochocs, d'endormir le malade. Ça se met, c'est comme si vous alliez chez le coiffeur et vous avez un casque et on délivre ça et les gens peuvent lire pendant, et on peut même parfois leur faire des stimulations cognitives pour augmenter l'effet de ces traitements. Et puis vous avez un peu moins invasif que la chirurgie, mais quand même plus invasif que les électrochocs. Invasif, ça veut dire qu'on fait en gros, qu'on fait prendre des risques aux malades, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'on appelle la stimulation du nerf vague, qui est quelque chose qui est en train de se développer, et qui a été développé, qui a l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, pas encore en France, qui a été utilisé en France pour le traitement des épilepsies réfractaires, mais qui montre des effets dans la dépression très encourageants. Et en fait, le principe, c'est de mettre une sorte de pacemaker, comme on a un pacemaker au niveau cardiaque, au niveau d'un nerf qu'on appelle le nerf vague, et qui en fait va aller, donc on va le stimuler d'une certaine manière, de telle manière que les influx qu'on envoie électriques vont être renvoyés au cerveau et modifier le fonctionnement du cerveau. Donc là, mais vous voyez bien qu'on est déjà là, il faut implanter ce petit matériel, donc il y a quand même une petite chirurgie, il y a un risque d'infection, etc. Mais en général, ça marche très bien et c'est moins invasif que la stimulation cérébrale profonde.
Et on est en train de développer. Personnellement, je n'ai pas encore utilisé ce type de traitement, mais on est en discussion avec les gens qui développent ça en France. Voilà. Ce que je retiens, c'est surtout la note optimiste, en fait. Oui, exactement. La note optimiste voilà, de cette dernière intervention. Je dis dernière intervention parce qu'hélas, c'en est fini pour notre rendez-vous mensuel du Let's Talk Live ICM. Mais, pour les curieux et les curieuses, ceux qui sont intéressés par le sujet, vous pouvez retrouver le 23 novembre prochain à l'Open Brain Bar qui se tiendra au 12 rue Dauphine à Paris, de nombreuses interventions en conférences sur le sujet de la dépression. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.